plus on produit, plus on pollue. En fait, il y a toute une stratégie de l'industrie textile de calmer l'éco-anxiété du consommateur et de lui faire croire que ça n'a pas d'impact négatif de continuer à consommer, voire que c'est positif. Le Fashion Pact a proposé des mesures qui sont au mieux neutres et au pire destructrices, quoi. Il n'y a rien qui va vraiment freiner la fast fashion, qui pénalise ce modèle-là. La fast fashion, elle s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est les bas prix. On achète beaucoup plus de vêtements, et c'est ça le problème en France. Oui. On achète globalement 2 fois plus de vêtements que dans les années 80. On achète 2 fois plus de vêtements, on a doublé notre consommation de vêtements parce que c'est pas cher. Et le prix des vêtements a baissé drastiquement parce qu'on a délocalisé notre industrie, qui avant était en France, vers des pays moins disants socialement et écologiquement. Et le paradoxe, c'est que cette délocalisation, elle a eu lieu dans les années 90, et pourtant, le salaire des personnes qui produisent dans ces pays-là ne s'est pas amélioré. Il y a une ONG qui a montré que le salaire minimum au Bangladesh, c'est-à-dire globalement le salaire auquel sont payées toutes les ouvrières du textile, le salaire minimum représente 20% du salaire vital. C'est 0,32 centimes de dollars par jour. Moi, j'avais vu quelque chose comme par heure, je crois, enfin un chiffre complètement fou comme ça. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on vit bien au Bangladesh avec par mois, ça fait $100 ? Eh ben non, on vit pas bien. Ce que disent les ONG, c'est qu'il faudrait 5 fois ça pour avoir vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire se mettre un toit sous la tête, manger correctement, mettre ses enfants à l'école. Et donc, aujourd'hui, l'industrie textile va produire dans des pays où le salaire minimum ne permet pas de vivre dignement. Et c'est ça, en fait, qui est l'essence de ce système. Donc ça leur permet de produire des vêtements qui sont pas chers. Donc ça, c'est le premier pilier de la fast fashion. Produire dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Le deuxième pilier de la fast fashion, c'est l'incitation à consommer. Parce que, effectivement, si je vous mets devant vous 4 t-shirts noirs à 4 €, vous allez être tenté d'en acheter un, mais en fait, vous allez en acheter un et ensuite, vous n'en acheterez pas d'autres, vous n'en aurez pas envie. La manière de vous faire acheter beaucoup de vêtements en plus du prix, c'est de renouveler votre désir en permanence. Et pour ça, l'industrie de la mode est extrêmement forte, à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le processus des collections. Mais en fait, c'est même plus des collections, c'est la présence de nouveautés permanentes. On peut voir toutes les pratiques des marques qui font des collabs, des drops, des éditions limitées, etc. en permanance aussi. Ouais, pour créer de la rareté aussi. Qui crée de la rareté et tout. Il y a énormément de mécanismes, en tout cas, pour d'attiser le désir. Et rien que pour vous donner un chiffre, Zara et H&M, c'est autour de 10 000. Asos, c'est 100 000. Et Shein, c'est un demi-million. Donc en fait, on voit comment, et c'est assez marrant, c'est vraiment, par exemple, c'est l'usage des promotions, non pas c'est souvent des promotions artificielles parce que en tant qu'être humain, on est complètement biaisé par un prix barré ou quand on vous dit moins 40%, vous vous dites toujours que c'est une bonne affaire, même si bien souvent ça ne l'est pas. Donc c'est l'utilisation systématique de manière d'attiser notre désir, de nous inciter à consommer, qui est l'autre pilier, en fait, des pratiques de la fast fashion. Ouais, genre 3 t-shirts pour le prix de 2. Exactement, ou genre moins 60% seulement jusqu'à vendredi soir, ou moins 20% si vous abonnez à notre newsletter, etc. C'est typiquement la logique du Black Friday, quoi. C'est ça, ouais. La Black Friday, ça réunit ça en une seule journée. Alors, pour revenir rapidement au greenwashing, moi, il y a une information qui m'a étonnée. J'ai vu qu'en 2019, il y avait 32 entreprises du textile, dont Adidas, Nike, Chanel, Prada, H&M, Gap, qui ont décidé de signer un Fashion Pact qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de passer à 100% d'énergie renouvelable sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici à 2030. Est-ce que déjà des entreprises qui se réclament de la neutralité carbone, on peut y croire? La réponse en cours est non. Mais si on regarde en détail, qu'est-ce que propose le Fashion Pact pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? C'est remplacer les ampoules par des ampoules LED. On a vu tout à l'heure que c'est à peine 2%. Ouais. Et la deuxième grosse mesure qu'ils proposent, c'est d'utiliser des matières éco-responsables. Toutes les marques, elles ont que ce mot à la bouche, des matières éco. Or, on a vu que les matières, ça représente un max de 30% de l'impact carbone d'un vêtement. Et en plus, ce qu'on va faire passer comme message, c'est on va dire « Mais non, vous pouvez continuer à acheter autant puisque c'est en polyester recyclé. Mais venez mettre vos vêtements dans les bennes de recyclage dans nos magasins et on vous donnera 15 € pour acheter neuf. » En fait, il y a toute une stratégie de l'industrie textile de calmer l'éco-anxiété du consommateur et de lui faire croire que ça n'a pas d'impact négatif de continuer à consommer, voire que c'est positif. Plus on produit, plus on pollue. C'est pas du tout évident que l'utilisation de matières éco-responsables fasse diminuer cet impact carbone. C'est pas du tout évident que l'utilisation de matières recyclées permette de diminuer le poids carbone d'un vêtement. Ou alors dans des proportions ridicules, quoi. Il y avait une étude de la fondation, je crois, Ellen MacArthur, qui disait que si on arrivait à utiliser
40%, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire que 40% de nos vêtements viennent d'anciens vêtements, ça permettrait de diminuer de seulement 6% les gaz à effet de serre du textile. D'accord. Et 40%, c'est une utopie dingue. Aujourd'hui, c'est à peine 1% de nos vêtements qui sont faits avec d'anciens vêtements. Parce que c'est hyper impossible à faire, parce que dans les faits, on se rend compte que ça ne marche pas, parce que ça demande des infrastructures incroyables, et parce que recycler des vêtements pour faire d'autres vêtements, c'est encore quelque chose qui consomme énormément d'énergie, parce que c'est des grosses machines, en fait, qui sont aussi là. Et on a vu tout à l'heure que c'est ces grosses machines et l'énergie consommée par ces grosses machines qui émettrice de gaz à effet de serre. Donc, globalement, le Fashion Pact a proposé des mesures qui sont au mieux neutres, et au pire destructrices, quoi. Et en fait, en tout cas, c'est des fausses bonnes solutions. En fait. C'est des fausses bonnes solutions, et c'est d'autant plus inquiétant que ce Fashion Pact, il avait été missionné par Emmanuel Macron. En fait, c'est une manière en fait de renoncer à réglementer pour laisser les entreprises choisir elles-mêmes, se fixer elles-mêmes des objectifs non contraignants et qui en plus n'ont pas de réalité scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que les mesures qui sont prônées qui sont déclarées par le Fashion Pact arrivent à la neutralité carbone en 2030. Et bien probablement, si on fait le compte, l'impact carbone de notre industrie a encore augmenté depuis que ces mesures ont été prises. Oui. Et il n'y a absolument aucun organisme qui est chargé de suivre l'évolution de leurs émissions de gaz à effet de serre ou de cette prétendue neutralité carbone. Non. Et c'est pour ça qu'on demande des régulations qui s'appliquent à tous. Parce que là, aujourd'hui, faire bien nous pénalise. Ouais. Faire bien, ça fait une concurrence déloyale. Et ça fait que, dans ce système-là, moi, à chaque fois que je relocalise ma production et que d'autres ne font pas du tout cet effort, je laisse à d'autres l'avantage compétitif. Si je décide par contre d'aller délocaliser ma production au Bangladesh, je vais payer je vais diviser par 5 mes coûts de production et donc augmenter d'autant ma marge. Donc, en fait, c'est ce que certaines personnes appellent la prime au vice aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a une prime au vice, un avantage compétitif à mal faire. Dans le textile, c'est évident. Plus vous produisez dans des pays qui payent moins les gens, plus vous produisez dans des pays où les lois protègent mal l'environnement. Si vous voulez produire dans un pays qui rejette directement les déchets toxiques de la teinture dans la nature, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous voulez aller faire votre teinture dans les Vosges. Parce que nous, on a des lois et des punitions qui vont derrière, alors que là-bas, il ne se passe rien. Donc, cet avantage compétitif à mal faire, cette prime au vice, elle rend impossible toute bonne volonté des entreprises. Les entreprises les plus délétères, les plus destructrices sont en train de passer au rouleau compresseur les entreprises les plus vertueuses. Et c'est comme ça que, en ayant le modèle de la fast fashion qui se déploie autant, on a perdu notre industrie textile. On a 300 000 emplois qui ont disparu en France, dans l'industrie, simplement parce qu'on met en compétition des ouvriers en France, des ouvrières qui sont payées plutôt autour de 1 400 € face à des gens qui sont payés $100 à l'autre bout du monde. C'est horrible comme concurrence déloyale. Ouais. Les Decathlon, les H&M, les Shein, ils ne relocaliseront jamais la production en Europe parce que ça serait renoncer à leur avantage compétitif principal, qui est celui du bas prix. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui pénalisent le modèle de la fast fashion. Donc pour ça, comment on fait, par exemple, pour limiter cette concurrence déloyale ? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un indice de réparabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que votre t-shirt, il coûte 5 € à réparer, si le prix du t-shirt neuf est inférieur à 2 fois le prix de la réparation, ce produit-là, il doit être pénalisé. Il doit être pénalisé avec une mauvaise note à l'affichage environnemental, il doit être pénalisé avec une plus forte participation de l'écotaxe, mais en tout cas, c'est une manière de dire on va favoriser les vêtements qui vont être réparés. Mais il y a aussi, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la durabilité émotionnelle soit mesurée et pénalisée ou bien favorisée. Je m'explique, on veut qu'à partir d'un certain nombre de références, il y ait de la pénalisation. Alors on pourrait se dire... ce serait sous quelle forme cette pénalisation ? Alors il y a 2 exemples actuellement qu'on peut prendre. Donc la première chose, c'est qu'il y a en ce moment des travaux qui sont faits sur l'affichage environnemental. L'affichage environnemental dans le textile, c'est la même chose que le Nutri-Score sur la nourriture. À chaque fois que vous achèterez un vêtement, il y aura une note qui dira si un vêtement est plus ou moins bon pour la planète. La tendance sur laquelle on est en ce moment, c'est fort possible que des vêtements de la fast fashion aient à peu près les mêmes notes que des vêtements issus de marketing. Donc Comment c'est possible ? Parce que justement, ces notes-là ne tiennent pas compte de la surproduction, en fait. D'accord. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'impact environnemental par vêtement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le volume de production. Et donc, si cet affichage environnemental, il se focalise en fait sur l'impact environnemental par vêtement, il y aura pas de grosse différence, en tout cas pas de différence assez significative entre un vêtement produit à l'autre bout du monde et un vêtement produit localement. Sauf si, dans l'affichage environnemental, on inclut les notions d'indice de réparabilité, c'est-à-dire qu'on pénalise les vêtements dont le prix est tellement bas que personne n'ira les réparer, et sauf si dans cet affichage environnemental, on inclut la notion de durabilité émotionnelle.
C'est-à-dire qu'on pénalise les marques qui font qui ont trop de références, on pénalise les marques qui utilisent trop systématiquement les promotions, etc. Donc ça peut être dans l'affichage environnemental, mais encore plus rapidement. Donc on parlait tout à l'heure du principe de responsabilité élargie des producteurs. Et ben on pourrait avoir sur cette éco-taxe, on pourrait avoir un principe de pollueur-payeur. Les vêtements de la fast fashion qui sont plus susceptibles de se transformer en déchets rapidement et de ne pas avoir de vie sur le marché de la seconde main, ils devraient payer une taxe plus importante que les vêtements made in France ou que les vêtements que les gens vont acheter, auxquels ils vont être attachés. Donc ça, c'est 2 fenêtres réglementaires qui sont actuellement en train d'être négociées avec le gouvernement, sur lesquelles nous, on est en train de pousser pour que justement il y ait une pénalisation des pratiques de la fast fashion, parce qu'actuellement, rien n'est fait pour empêcher la fast fashion. C'est un rouleau compresseur qui est en train de tout raser sur son passage. Et non seulement c'est catastrophique pour l'environnement, non seulement c'est catastrophique pour les personnes qui produisent dans les pays, les ouvriers et les ouvrières des pays asiatiques, mais aussi catastrophique pour notre économie. On a vu ce que ça a fait à notre industrie textile, mais c'est en train de faire la même chose dans ce qu'on appelle le retail ou les commerces. Là, on a vu Camaïeu qui a fermé ses portes, c'est 2600 emplois qui disparaissent et 2600 emplois de personnes qui vont avoir vraiment du mal à trouver d'autres emplois. Chine fait absolument tout par Internet et livre directement en avion. Donc, comme ils font encore pire, comme Chine fait encore pire, ils bénéficient donc de cette prime au vice. Et si on ne fait rien, mais en fait, il y aura pas que Camaïeu qui va disparaître. Il y aura Camaïeu, il y aura la Halle, il y aura Pinky, il y aura toutes ces entreprises intermédiaires qui ont les Célio, etc., que si vous avez le même âge que moi, on a vu dans nos centres-villes toute notre jeunesse. Donc, c'est à la fois une question de compétitivité de nos entreprises, c'est à la fois une question d'écologie, c'est à la fois une question de justice sociale et environnementale, mais c'est aussi une question d'emploi. C'est une hécatombe qui va se passer si on ne freine pas la fast fashion. Et c'est terrible, car actuellement, il n'y a rien dans aucun modèle réglementaire qui va vraiment freiner la fast fashion, qui pénalise ce modèle-là. Ouais. Donc le Made in Europe, ça doit être le premier critère. Et ensuite, moi, le deuxième critère que je regarde, c'est si c'est du coton bio ou pas. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même une question d'effondrement de la biodiversité, en tout cas des populations d'insectes qui arrivent à cause de l'utilisation de pesticides en agriculture, en particulier les néonicotinoïdes. Et les néonicotinoïdes sont massivement utilisés dans la culture du coton. Donc, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que c'est du coton bio, est-ce que c'est produit localement. Ça, c'est 2 choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. Parce que ça, pour avoir du coton bio et pour produire localement, il faut mettre le prix. Et c'est vraiment la barrière que la fast fashion ne voudra jamais franchir, quoi. Tout ce qui est conditionnalité des aides publiques, ça, on a groupé notre plaidoyer avec le mouvement Impact France. Donc, conditionnalité des aides publiques à certains critères. Chaque euro que l'État investit dans des entreprises devrait être conditionné à ce que cet euro produise vraiment de l'intérêt général, en fait, pour tout le monde. Et moi, je trouverais ça abusé qu'il y ait des marques qui produisent à l'autre bout du monde, qu'il y ait un seul euro, en fait, de soutien, parce que ça serait encore une fois accentuer la concurrence déloyale que subissent les industriels français. On peut contrôler les aspects sociaux et environnementaux des usines. C'est hyper important. C'est dur le travail ouvrier. C'est dangereux aussi les usines. On l'a vu avec la teinture, qui quand même, il y a quand même des produits toxiques et tout. Il faut que ces étapes-là, elles soient faites dans des pays qui protègent efficacement l'environnement et les gens, quoi. Donc, en relocalisant les chaînes de production chez nous, en fait, on permettra en fait d'assainir, en tout cas de rendre plus éthiques ces étapes-là. Qu'est-ce que ça permettra aussi ? Ça permettra aussi de créer de l'emploi, de créer des écosystèmes, de recréer en tout cas un réseau d'entreprises locales. Donc ça crée de l'emploi, ça crée des écosystèmes, mais ça crée aussi de la valeur pour la France. C'est des impôts qui sont payés localement. L'autre effet bénéfique de la relocalisation, c'est réduire notre déficit commercial. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, on a un déficit commercial une balance commerciale qui est très déficitaire, et c'est en grande, je me rappelle plus dans quelle proportion, mais je crois que c'est 1/3 qui est dû en fait à nos importations textiles. En fait, on importe tellement tout que ça nous fait un gros déficit commercial. Donc, emploi, impôts, conditions sociales et environnementales, déficit commercial. Donc ça, c'est ce que permettrait une relocalisation textile. Mais le vrai truc, c'est que c'est à peu près 3 enseignes qui habillent toute la planète. Ouais. Ça produit une forme d'homogénéisation assez forte, quoi. Alors que si on revient à plutôt que d'avoir 3-4 grosses entreprises qui habitent toute la planète, si on arrive à un écosystème d'une centaine, voire de milliers de petites marques qui produisent chacune en fait une créativité différente, un style différent, en tout cas qui ont chacune leur ADN, ça serait beaucoup plus joyeux, parce que là actuellement, ce qu'on a, c'est des grosses marques qui aspirent la créativité, toute la créativité dans la mode, et qui copient. Si on faisait l'effort de renoncer au modèle de la fast fashion, vraiment, il y en aurait pour tout le monde. Il y en aurait pour les écolos, il y en aurait pour les chefs d'entreprise, il y en aurait pour l'emploi, il y en aurait pour les impôts, il y en aurait pour la créativité. Donc,
Faisons ça.